Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 27 du Fougou. Et comme d'habitude, je vous accueille avec beaucoup de plaisir, mais surtout avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Au programme de cet épisode 27, je vous propose plusieurs choses. La première partie, on va parler d'une application. C'est assez rare qu'on parle d'application avec Olivier, mais aujourd'hui on voulait vous parler d'acronymes, une application sur laquelle on a beaucoup de choses à dire. Ensuite, on vous propose un petit format qu'on fait de temps en temps avec Olivier. On va appeler ça le duel du Fougou. Et le duel du Fougou, aujourd'hui, c'est FISM versus Blackpool Magic Convention. Lequel des deux remportera notre cœur et votre cœur? Vous le saurez si vous écoutez jusqu'à la fin. Et puis on terminera par une proposition d'Olivier qui est le fait de se replonger dans un livre qui nous semble essentiel pour les gens qui font de la magie et qui font de la magie au quotidien, qui est le livre 10 Max de Boris Wilde. Eh ben, je te propose qu'on passe à notre premier tour, Olivier, et qu'on parle d'une application. Alors, d'une application, on va mettre des guillemets autour du mot application déjà. En tout cas, d'un tour qui se fait sur smartphone et qui s'appelle Acronyme. Déjà, peut-être présenter les personnes qui ont créé cette application. Ça peut être un premier point de départ puisque c'est une toute jeune société, alors on va mettre des guillemets autour de société aussi, mais en tout cas société de production qui s'appelle Conjuring Lab, de mémoire, qui regroupe deux magiciens qui se sont associés pour créer des outils. Pour le moment, en tout cas, dans ce qu'ils proposent, c'est beaucoup d'outils de mentalisme. Cette première sortie, c'est Acronyme. C'est un effet que j'ai beaucoup aimé à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Déjà, c'est quoi l'effet ? L'effet, il est simple, c'est un spectateur va pouvoir choisir et ou déterminer un nombre aléatoire entre 1 et 6, puis il va choisir un mot dans Wikipédia, et à partir de ce mot, il va cliquer sur les liens hypertextes qui sont présents dans la définition de la fiche Wikipédia de ce mot. Et donc à chaque clic, il va arriver sur une nouvelle fiche. Cette nouvelle fiche, elle a un nom. Enfin, forcément, il y a un mot qui est rattaché, puisque c'est une encyclopédie, c'est un dictionnaire, donc à chaque page, un nouveau mot. Et donc, à chaque fois, on va enregistrer, écrire, noter le mot sur lequel il est arrivé. Et on va lui laisser comme ça choisir, à chaque fois, dans la page dans laquelle il arrive, de cliquer sur n'importe quel mot de la page, qui est cliquable, bien sûr, pour aller voir une nouvelle définition. Et on va noter tous les mots sur lesquels il va aller. Une fois qu'il aura vu un certain nombre de pages, on va pouvoir lui révéler que au nombre qu'il a choisi, donc nombre entre 1 et 6, se trouve une lettre dans chaque mot. Donc si c'est la quatrième, si c'est le 4 qu'il a choisi, c'est la quatrième lettre de chaque mot, et que dans l'ordre, les quatrièmes lettres de chaque mot forment son prénom, par exemple. D'où acronyme, puisque on a une lettre par mot qui fait à la fin un mot complet. Au moment où tu me parlais, j'étais en train de me dire, mais à quoi sert le numéro de départ ? Donc le numéro sert à indiquer les lettres qui vont être choisies dans chaque mot. Exactement. D'accord. D'où la restriction, j'imagine, à 6. Pour pas que ça soit... Oui, pour pas qu'on soit obligé d'avoir des mots de 14... Enfin, si quelqu'un choisit 14, il faut des mots d'au moins 14 lettres. Parce que ça devient compliqué. Alors moi, j'ai deux questions. Ouais. Le premier mot de départ, comment il est déterminé ? Tu peux me rappeler ? C'est un choix libre du spectateur. Donc tu lui demandes de nommer un mot. N'importe quoi. C'est même lui qui va le chercher sur Wikipédia, directement. Donc en fait, tu ouvres Wikipédia, tu lui dis, regarde, dans Wikipédia, il y a plein de mots, donc tu ouvres la page d'un mot, tu lui dis, dans les mots, il y a des liens. Par exemple, si je clique sur un lien, je vais sur un mot. Donc soit tu lui dis, je clique sur un lien, je vais sur un mot, soit tu lui dis, tiens, vas-y, prends le téléphone. Ça peut être le sien d'ailleurs, c'est pas forcément celui du magicien, ça peut être le téléphone de n'importe qui. Prends le téléphone, cherche le mot que tu veux, n'importe lequel, t'as même pas besoin de me le dire. Et dans le mot que t'as choisi, maintenant tu vas choisir un mot cliquable au hasard, celui que tu veux. Et donc, il clique dessus, et quand il arrive dessus, tu lui dis, donne-moi le mot. Et donc tu écris le mot. Et ensuite tu lui dis, vas-y, prends un autre lien, n'importe lequel, tu cliques dessus, tu me donnes le mot. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. D'accord. Et à ce moment-là,
Alors, parce que tu dis jusqu'à arriver à la fin, mais c'est toi qui lui dis c'est bon, on a assez de mots? En fait, oui, c'est toi qui lui dis c'est bon, on a assez de mots. Tu lui dis même dès le départ, en fait. Dès le début, tu lui dis on va avoir besoin de tant de mots, et ce tant de mots, il dépend de deux choses, soit de son prénom à lui, si tu as décidé de révéler son prénom, soit du mot que tu as décidé de révéler, parce que tu pourrais très bien décider de révéler un autre mot que le prénom. Tu peux faire révéler n'importe quel mot. Alors, forcément, plus il y a de lettres dans le mot, plus il faut qu'il choisisse 2 mots dedans. Donc, si c'est un mot de 10 lettres, il faut qu'il choisisse au moins 10 mots. C'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce tour, c'est qu'on peut aller très très loin. Tu peux faire quelque chose de simple, tu révèles son prénom, ça se fait avec ton téléphone, des beautés. Mais si tu veux aller plus loin, tu prends un appareil à pic, tu lui demandes de noter n'importe quel mot, tu lui dis de mettre ce mot sur la carte, tu ranges ça dans ton appareil à pic, tu prends connaissance du mot, tu lui fais jeter un dé, soit c'est un dé normal et tu lui demandes de te montrer le dé, soit c'est un dé qui t'aide à connaître à distance le résultat du dé, et à ce moment-là, t'as même pas besoin de voir le dé. Ça coûte cher. Hein. Ça commence à coûter cher le tour, mais peu importe, tu peux le faire aussi. Tu pourrais même lui demander, si tu veux aller plus vite, de noter à côté du mot un nombre de 1 à 6, et t'as toutes les infos avec un pic. Comment tu amènes le fait de marquer tous les mots? Là, pour le coup, t'es assez libre. Eux te donnent la méthode, après tu mets le boniment que tu veux autour. D'accord. Alors moi, ce que je dis quand je le fais, c'est les choix que tu fais vont avoir un lien très personnel et tu vas le découvrir à la fin. Et c'est tellement personnel qu'en fait, c'est ton prénom. La personne qui, a priori, lance un dé comme ça, c'est pas trop où il va. Ouais. Ensuite, il va choisir des liens hypertextes, il va arriver sur une autre page, ainsi de suite. Il n'a pas trop une idée de la direction dans laquelle on se dirige. Ouais. Et finalement, la révélation arrive à la fin et c'est là où la surprise prend toute son importance. Exactement. Mais ce qui est vraiment très bien, c'est que tu pourrais, si t'étais dans un set plus large, forcer un mot et révéler ce mot forcé par cet acronyme, en fait. Ou alors un book test, un truc comme ça. Quoi. Ou un book test, le mec prend un mot, tu fais feuiller un livre, il prend un mot, tu dis on va aller voir dans Wikipédia la signification de tel autre mot de la page. Tu peux imaginer beaucoup de choses. Alors, il faut pas faire ça avec le principe de UF Grant, parce que UF Grant, c'est que des mots de plus de 13 lettres. Donc, ça veut dire que tu vas faire des recherches sur des mots de plus de 13 lettres, ça va être très long. Mais dans les faits, il pourra prendre effectivement n'importe quel autre mot qui est souvent en rappel d'une page sur l'autre, ou sur n'importe quelle méthode qui te permet de connaître le mot à l'avance. Tu pourrais forcer des mots assez courts, finalement. Tu peux forcer des mots de 4 lettres. 3 lettres, peu importe. Je parle pas du mot auquel lui, il a pensé, ou que tu vas forcer, admettons, dans le cas d'un book test, mais les mots qu'il va découvrir au fur et à mesure et qui vont donner l'identité, du moment qu'ils font plus de 6 lettres. Il faut qu'il fasse plus de 6 lettres, et de toute façon, tu les forces pas parce que c'est lui qui les choisit comme il veut. Il lit la définition, il clique sur un lien, il lit la définition, il clique sur un lien. T'as pas de possibilité d'influencer ça, en fait. Et alors, dans les subtilités que j'ai beaucoup aimé aussi, il y en a une supplémentaire qui est que, déjà, c'est faisable sur n'importe quel téléphone puisqu'il n'y a pas besoin d'application. Ça, c'est déjà un vrai point très positif. Deuxièmement, quand tu entres l'URL de Wikipédia pour faire la recherche, tu peux le faire face à lui. C'est-à-dire que ce que tu vas taper, c'est exactement ce que lui, il attend que tu tapes. Parce que, bien entendu, on se doute que... Tout le monde se doute que c'est pas le vrai Wikipédia qu'on utilise. Tous les magiciens, lui, il le s'en doute pas. Lui, il ne s'en doute pas, mais tous les magiciens s'en doutent. Et dans les faits, tu vas vraiment taper une adresse qui est un poil de cul près, si on peut dire, l'adresse de Wikipédia, ce qui fait que tu peux le faire vraiment très ouvertement. Et ensuite, pour setuper ta révélation finale, il faut bien que tu fournissent des informations de manière à ce que la révélation soit juste. Et ça, encore une fois, tu le fais devant lui. Quand tu vas configurer finalement ton application, entre guillemets, tu vas le faire devant lui. Tu vas taper un mot, et ce mot-là va setuper l'application. Tout le reste est automatique. Il n'y a plus rien à faire. Donc, tu dois rentrer le mot. Tu dois rentrer l'adresse de Wikipédia, et ensuite, tu dois lui montrer comment est-ce qu'on fait une recherche sur Wikipédia. Et c'est là où tu rentres l'information du mot et du numéro aussi, j'imagine. Exactement. C'est là où tu mets le numéro et le mot. Est-ce que c'est difficile à retenir ? Franchement, t'as 2 trucs à retenir. Une URL. Ouais. Et un identifiant. Et je peux pas le dire mieux que ça, c'est un identifiant. Ton identifiant,
c'est le mot que tu vas taper comme exemple de recherche sur Wikipédia. Il faut que tu te souviennes du mot que tu vas taper. Et ce mot-là, il a juste une petite variation que tu fais pour arriver à setuper correctement ton application. Et ensuite, ça se fait tout seul, quoi. Ok, bon, bah écoute, ça a l'air d'être plutôt simple, finalement. C'est extrêmement simple. Alors, je dis qu'il y a que ces deux choses-là à avoir. Il faut comprendre la mécanique du tour. La mécanique du tour, c'est je lance Wikipédia, je fais une recherche de mon mot fétiche à moi, de mon identifiant, je démontre à la personne ça, et ensuite, il y a deux possibilités à partir de là. Soit je propose à la personne de choisir un des liens qui est dans la définition de mon mot, de ma page en fait, celui qui veut au hasard, soit je lui demande de refaire une recherche, celle qu'il veut. Et en fait, ces deux choses-là sont équivalentes. Ça fait exactement la même chose, c'est que ça met en condition le spectateur d'arriver sur n'importe quelle page. Ça peut être soit n'importe quelle page en partant d'un lien, soit n'importe quelle page qu'il a recherchée. Et ensuite, tout le reste est automatique. Il y a juste à noter à chaque fois qu'il va cliquer sur un lien, le lien qu'il a choisi. Et jusqu'à la surprise finale qui est la partie la plus impressionnante. En tout cas, je pense que la façon de bien le présenter, c'est de se dire, il faut qu'il n'y ait pas forcément de direction à ce truc-là. En fait, on est en train de faire une expérience qui n'a pas de fin prévue, prévisible, logique. Là, pour l'instant, on fait des choses, et toutes ces choses, elles ont aucun sens les unes avec les autres. C'est-à-dire que lancer un dé, choisir un mot dans Wikipédia, cliquer sur des liens au hasard, sur des mots qui n'ont rien à voir, parce qu'à la fin, tu te retrouves vraiment avec des mots qui n'ont rien à voir. Et quand tu entoures les lettres qui sont sur le numéro du dé, il n'y a plus aucun doute que tout ce que tu as fait n'avait que cette finalité-là. Il n'y avait pas d'autre finalité possible. Mais toi, en tant qu'artiste, comme tu touches à rien, c'est pas toi qui as réalisé l'exploit, c'est le hasard, appelle-le comme tu veux. Non, j'imagine c'est pas un axe de présentation. Tu peux le faire comme le hasard, tu pourrais le jouer comme il y a le chaos et du chaos naît une forme d'ordre, un peu à la Danida Ortiz quand il fait des tours de cartes où ça part dans tous les sens, un chaos ultime qui finit avec un truc. D'ailleurs, ce serait intéressant que ce soit le mot ordre qui s'affiche. Non, mais du coup, tu pourrais aller dans ce délire-là. Ou alors, tu joues ça comme un élément d'influence. Vas-y, tu choisis. Ok, tu choisis quoi ? 3. Tu veux garder 3 ou tu veux changer encore ? Ok, tu gardes 3. Ok, on y va. Maintenant, tu choisis un mot. C'est quoi le mot ? C'est ça ce mot ? Ok. T'es sûr de toi ? Tu veux pas changer de mot ? Tu veux pas en prendre un au hasard ? Et du coup, tu peux aller à fond. Et du coup, à chaque fois qu'il va cliquer sur un mot, je vais dire, vas-y, maintenant on choisit un nouveau. Attention, avant de cliquer, choisis bien. Celui-là ou le suivant. Enfin, tu vois. Et du coup, tu peux vraiment le jouer. Alors là, du coup, très interventionniste, très influence. Et à la fin, dire, bah, tu vois, tout ce que j'ai fait t'a amené à choisir exactement ce que je voulais. Mais et à la fin, c'est toi qui dois le stopper, qui doit lui dire, on a assez de mots. Alors en général, t'essayes de faire en sorte qu'il ait besoin d'être un peu pressé. Donc tu lui dis, on va choisir, donc s'il a un mot de 6 lettres, tu dis on va choisir 6, 8 mots, peut-être 10 mots, allez, on commence. Et tu le presses, vas-y, choisis un mot. Et quand t'arrives à 6, tu fais bon, on va s'arrêter là, je pense que c'est suffisant. Ouais, évidemment. Ouais. Il y a quand même un sujet, c'est que il va cliquer sur des mots, mais dans des pages qui ont été retravaillées pour ça, en fait. Donc, il faut pas qu'il passe 1000 ans à lire la définition exacte, parce qu'il se peut qu'il y ait des erreurs dans les définitions, il se peut qu'il y ait des mots un peu chelous à certains endroits. C'est plutôt instinctif. Voilà, c'est instinctif. Donc l'idée, c'est de lui donner un peu de rythme dans son choix de mots. Et donc pour qu'il ait du rythme, il faut qu'il ait l'impression qu'il y en a beaucoup à choisir. Donc si tu lui dis il y a 8-10 mots à choisir, bon, forcément, il va pas passer 1000 ans, tu vois. Il va dire, OK, je clique sur un mot. Quand il arrive à 6, tu lui dis, bon, on va s'arrêter là. Je pense que c'est bon. On a fait le job. Et du coup, en plus, toi, il faut que tu notes le mot et tout, donc faut quand même gérer. Ça coûte combien cet article ? C'est un peu plus cher que dans mes souvenirs. J'ai dû l'acheter en précommande, mais c'est 89 €. Ah oui, quand même. Donc c'est quand même pas donné. Moi, j'avais en tête plutôt 70. C'est quand même 89 €. Alors après, j'avoue que l'effet est quand même assez bluffant. L'utilisation est simple. Et petite cerise sur le gâteau, qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne, elle a cliqué sur le dernier lien nécessaire, on peut la faire cliquer sur encore un mot, peu importe.
Et de toute façon, dans les 20 secondes qui suivent, il va être remis sur le site officiel de Wikipédia et tout son historique aura disparu. Et donc, on peut pas revenir sur le parcours qui a été fait. C'était une question qui me paraissait essentielle, mais tu y as répondu, donc c'est très bien. Ouais. Il existe en 2 versions? Alors, en fait, Acronym a pas besoin de version puisque ça se fait sans application. Oui, c'est un lien. Donc, ça marche sur n'importe quel téléphone. Il y a une petite limitation sur les Android. Il faut que ce soit des Android qui sont après 2018, je crois. En gros, il y a assez peu de chances que tu tombes sur un vieux Android comme ça. Si vraiment le mec il a un Nokia 3310, faut passer son tour. mais a priori, ça marche sur à peu près tout. De ce que j'ai compris, je n'ai pas été jusque là parce que l'effet de base me va très bien, mais l'app est conçu pour accueillir des extensions. Je crois avoir vu qu'il y en a un premier qui a été sorti il y a quelques temps, qui permet de prédire ou deviner le mot qui a été choisi par le spectateur. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche, mais je sais qu'il y a une première extension. D'accord. Et c'est quelque chose que tu fais toi souvent ou... Alors souvent, je dirais pas souvent, mais c'est quelque chose que je fais notamment avec dans mon milieu professionnel, comme je travaille beaucoup sur Internet et dans la com, sur Internet, c'est un truc qui est assez facile à faire parce qu'on a tout le temps nos téléphones et du coup c'est un site qui est connu et les gens ça les bluffe assez facilement et ça me permet de pas avoir besoin de sortir de trucs qui, dans le cadre professionnel, pourraient paraître chelous, comme des cartes ESP, un pendule, enfin, tu vois, des trucs qui ont aucun sens dans mon métier, même si dans les faits... une gousse d'ail. Même si dans les faits, j'ai toujours un jeu de cartes, même sur mon bureau, il y a toujours un jeu de cartes. Ça me permet d'être très organique et de n'importe où pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose que je fais plutôt quand je fais pas de magie. En fait, quand je suis dans un autre contexte que la magie ou le mentalisme, je vais faire ça parce que je sais que ça va toujours bien marcher et que c'est assez rigolo. Ça prend un peu de temps, mais c'est toujours c'est toujours un bon moment pour les gens. D'accord. Donc, comme il n'y a pas d'application, ça s'achète pas sur le App Store ou sur le... Ouais, ça s'achète directement. Alors, soit tu l'achètes dans une boutique et ils vont t'envoyer les informations, soit tu l'achètes directement sur le site de Conjuring Lab et du coup, ils gagnent mieux leur vie et tout le monde est content. Alors, peut-être une dernière question, mais j'imagine que c'est possible. Une tablette, ça pourrait fonctionner ? Oui, ça fonctionnerait sur un réseau Wi-Fi. Un réseau Wi-Fi, tablette, ça fonctionne très normalement. Ça ne marchera pas sur un ordinateur, sur un ordinateur de bureau. Ça va pas fonctionner. J'ai testé, mais ça va pas fonctionner. Même sur un écran tactile ? Je pense pas. Je pense que c'est une question d'OS. Donc sur une tablette, ça peut et ça doit fonctionner. Sur un ordinateur de bureau, c'est sûr, ça ne fonctionne pas. J'ai fait le test pour les gens et je pense que c'est une question de technologie des navigateurs. Parce qu'en fait, dans les faits, ça marche sur Safari, sur Chrome, qui sont les deux navigateurs qui ont l'air d'être supportés. Mais quand tu le fais sur Safari et ou sur Chrome, sur un ordinateur de bureau, ça ne fonctionne pas. C'est bon à savoir, en tout cas. Et donc, on parlait de magiciens français, et effectivement, un des magiciens français qui est à l'origine de Conjuring Lab, c'est Yves Doumergue, qui est un mentaliste français, plus précisément, qui avait sorti d'ailleurs le book test, Close-up book test 1 et 2, puisqu'il y a 2 versions, qui est pour moi le book test que je fais quasiment tout le temps. Vincent, je te propose qu'on passe à notre sujet, notre match. Le duel du Fougou. Alors, le duel du Fougou du jour, c'est FISM versus Blackpool Magic Convention. Alors, je rajoute Magic Convention parce que Blackpool, c'est la ville. Alors, si on dit juste FISM versus Blackpool, ça n'a pas de sens. Mais tout le monde aura reconnu que c'est le fameux Blackpool dont tous les magiciens parlent en général dans le premier trimestre de l'année. Et son concurrent, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont concurrents? J'en sais rien, mais en tout cas, un deuxième gros événement annuel en magie qui est la FISM. Triannuel, qui est le championnat du monde de magie, ou en tout cas la capacité qu'on a à départager dans certaines catégories des magiciens au niveau mondial.
Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'ils boxent pas dans la même catégorie. Reprenons le point de départ de toute cette histoire. Le point de départ, c'est une vidéo de Chris Ramsey qui annonce, tout heureux de lui-même, et il a certainement raison de l'être, qu'il vient d'avoir, alors pas l'investiture, je dirais peut-être pas jusque-là, mais qu'on lui a confié un nouveau projet avec la FISM. Ce projet, ça part d'une constatation. La FISM, il y a de moins en moins de gens qui se déplacent, et la moyenne d'âge, elle n'a pas tendance à rajeunir. Donc, pour attirer plus de gens et des gens plus jeunes, ils ont décidé de faire une compétition virtuelle. Donc, c'est une nouvelle catégorie dans laquelle tu peux concourir. Tu n'as plus besoin d'être en présentiel. Et pour être dans l'ère du temps, dans l'ère numérique, tu fais une présentation virtuelle d'un tour de magie. À la suite de cette annonce, j'y ai réfléchi. Moi, j'ai pas les chiffres de la FISM, mais je me suis dit, mais pourquoi cet écart ? Parce que c'est vrai que Blackpool, on en entend de plus en plus parler. Même nous, on se dit, bon, peut-être on va pas mourir idiot, on va peut-être falloir qu'on se déplace là-bas. Mais jamais je n'ai eu vraiment envie d'aller à la FISM. Et je trouve ça un peu triste. Alors, on va essayer d'analyser et de se demander pourquoi. Alors, un des premiers éléments, peut-être le principal à mon avis, moi, il me semble que le prix, déjà, c'est un frein. Alors, j'avais mis de côté les prix pour qu'on les évoque ensemble et on fera un petit comparatif assez rapide. Pour une entrée standard, un adulte, le pass c'est une semaine, cette année, c'est du 14 au 19 juillet. Turin 2025, c'est pas très loin. Ça, c'est une chance pour nous. Donc, on est sur 6 jours et le prix est de 870 €. Et si tu es l'heureux détenteur de la carte FISM, tu as une réduction et tu paieras ton entrée 827 €. Si tu as moins de 18 ans, là, il y a un tarif unique de 470 €. Et si tu concours, tu participes au championnat, tu dois t'acquitter de la modique somme de 697 €. Je sais pas ce que t'en penses. On va comparer ça avec les chiffres de Blackpool, mais ça me paraît déjà cher. C'est déjà très cher. C'est forcément très cher parce que il faut imaginer que c'est un concours dans un pays étranger. Donc déjà, ça veut dire de l'avion, du train, peu importe, mais un moyen de locomotion relativement coûteux, plus, là on l'a dit, c'est 6 jours, donc c'est au moins 5 nuits d'hôtel, si ce n'est 6, voire 7. Donc en fonction de si tu dois rester plus longtemps, si tu dois arriver la veille, si tu dois repartir le lendemain, enfin peu importe, mais voilà, donc déjà il faut être en congé à ce moment-là. Déjà une semaine de congé. Et il faut mettre 800 €. C'est quand même un montant non négligeable. Et j'ai envie de te dire, gardons en tête que tu pars une semaine, donc ça veut dire avec soit tout seul, si t'es en famille, tout seul, et donc ça veut dire que pendant une semaine t'es en vacances sans ta famille, ou alors tu pars en famille, et à ce moment-là c'est plus un billet, mais c'est 3 ou 4. Et encore, il faut que ta famille elle a envie de se flinguer 7 jours de compétition de magie. Tu peux les envoyer se balader à Turin, tu sais. Tu peux les envoyer se balader, alors j'espère à Florence plus qu'à Turin, mais pourquoi pas. Tu peux les envoyer. Si tu veux pas les envoyer très loin, tu les laisses à Turin. Voilà, c'est ça. Mais dans les faits, c'est 4 billets d'avion, c'est une semaine de logement à 4, enfin, bon, si t'es une famille, peu importe. Et toi, pendant ce temps-là, t'es quand même enfermé dans une salle de congrès, c'est pas donné, et ça grève pas mal la vie de famille, quoi. Alors surtout, parce que justement, m'est revenu en tête l'idée de Chris Ramsey de ramener des jeunes. Bon, si t'es jeune et que tu veux te confronter au public, à un public de professionnels, parce que c'est pas le public lambda, donc c'est des gens qui connaissent. On n'est même plus dans la présentation au public, on est dans la compétition avec des professionnels. Eh bien, il faut que au moins tu aies un adulte qui vienne avec toi. Au minimum, pour un jeune, c'est 2. Et c'est un sacré budget, quoi. Il faut que les parents ils puissent suivre derrière. Et après, il y a le contenu. Parce qu'on assiste à quoi ? À des galas, de la compétition. On a un peu de marchand de trucs. Je sais pas si on a des conférences, je n'en sais rien.
j'espère. Alors, il y a effectivement une dealer's room, et de mémoire, il y a des conférences, ouais. Moi, et c'est peut-être une vision tronquée, une vision qui n'est pas exacte, mais pour moi, ça m'a toujours semblé un milieu extrêmement professionnel, et plus professionnel que amateur. Et je me sens pas à ma place, en fait, à la FISM. Alors que Blackpool, oui, ça me semble plus me convenir, à tort ou à raison. Hein. Et alors justement, pour parler de Blackpool, on a cité 870 € parce que on a plus de 18 ans, donc on va partir sur ce droit d'entrée de 870 €. Alors que pour Blackpool, on est sûr. Bah pour Blackpool, c'est pour un adulte le full pass à 275 livres. Donc on est à moins de 300 livres pour 3 jours avec pareil des conventions, une dealer's room, un spectacle. Il y a vraiment un spectacle, enfin en tout cas une prestation complète qui est proposée. Bon, alors certes, c'est sur 3 jours. Certes, on n'est pas sur les championnats. Je sais pas si... Il y a un concours malgré tout. Hein. Il me semble qu'il y a des gens qui sont primés. Donc à Blackpool, il doit y avoir une compétition. On n'est peut-être pas dans le même état d'esprit, mais j'ai l'impression que c'est aussi moins... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai le sentiment que la FIS, c'est un peu plus guindé, un peu plus, j'allais dire, officiel, avec des gens plus introduits, alors que dans Blackpool, on est sur une ambiance un peu plus conviviale, un peu plus relax. Il y a un côté beaucoup plus grand public, effectivement, sur Blackpool Magic Convention, BMC. C'est dû pour une grosse part à la communication qui est faite autour de l'événement, hein. Il faut pas se leurrer, l'événement de la FISM, c'est l'élite des magiciens du monde qui juge l'élite montante des magiciens du monde, tu vois. On te dit d'ailleurs dans les points forts, 3000 magiciens de 50 pays différents et 150 compétiteurs. On est sur quelque chose en mode c'est la compétition, c'est entre guillemets les pays qui sont représentés, c'est le côté c'est le meilleur de ce que vous allez pouvoir voir en magie. Et d'ailleurs, il faut bien avouer que les magiciens qui ressortent avec la FISM ont tous derrière une notoriété qui est extrêmement forte, des années à faire des tournées de conférences, des spectacles, en fonction de comment ils sont, de qui ils sont, de ce qu'ils font. Donc c'est un passeport, cet élitisme assumé de la FISM, c'est un passeport pour les gens qui la gagnent, pour ensuite faire carrière avec leur magie. Et d'ailleurs, à ne pas s'y tromper, tous les magiciens qui ont gagné la FISM sont présentés à chaque fois qu'ils sont présentés quelque part comme il a gagné la FISM en telle année. Mmh. Et quand il sort un tour dans la boutique de magie, c'est le gagnant de la FISM, machin, qui vous présente sa nouvelle création. C'est toujours un gage d'extraordinaire qualité. Alors après, je sais pas si c'est moi qui y prête moins attention, mais c'est vrai qu'à une époque, les noms des vainqueurs étaient mieux diffusés. J'ai l'impression que à présent, les noms des vainqueurs le sont un peu moins. Parfois, j'entends des noms. Oui, il a eu la FISM en telle année. J'ai jamais entendu parler. Est-ce que la communication est mauvaise ? Je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui vis dans ma grotte. C'est possible aussi. Il y a deux facteurs qui participent à ça. Le premier, c'est que déjà, je pense qu'aujourd'hui, je peux me tromper parce que honnêtement la FISM ça me passe mais à des milliers de kilomètres au-dessus de la tête parce que clairement je me sens pas du tout dans mon élément. Mais je pense que déjà il y a un sujet sur le fait que il y a plein de compétitions différentes dans la FISM. En fait il y a des catégories de magiciens et donc chaque catégorie de magicien a son magicien qui a remporté la FISM en fait. Donc ouais. Dans les faits plus tu mets de catégories plus ça fait de gagnants. Mais plus c'est compliqué pour dire il a gagné la FISM. Enfin du coup c'est ils ont gagné la FISM parce qu'ils sont je sais pas combien par année tu vois à avoir remporté les différentes épreuves. Je me faisais une réflexion. Bon alors on parle de championnat du monde pour la FISM. On pourrait parler aussi carrément de Jeux Olympiques pratiquement. Et à côté de ça, le Blackpool Magic Convention, c'est un peu la bourse, pas la bourse. Le mot français c'est la foire professionnelle. Ouais. C'est le salon professionnel. Le salon professionnel. C'est vraiment, pour moi, on est dans ce niveau-là avec, en fait, je pense que le bon mot, c'était foire. Pour moi, on est vraiment dans l'esprit de la foire au sens où, la foire, c'est vraiment les deux côtés. C'est-à-dire la foire avec les marchands qui sont accessibles au grand public et le grand public vient faire
un peu des bonnes affaires et aussi le côté professionnel, parce que dans les foires, il y a toujours une partie réservée aux professionnels où ça fait des deals, un peu comme dans les salons pro, où ça fait des deals entre professionnels, tu vois. Et donc moi, je pense qu'on est vraiment sur ce côté de la foire salon pro, où t'as d'un côté, j'ai envie de dire, les magiciens amateurs qui viennent voir des nouveautés, parce que c'est quand même le moment où il y a beaucoup de nouveautés qui sont présentées. T'as toujours le tour de Blackpool, le fameux tour de Blackpool qui va avoir épaté tout le monde, qui va être sold out en quelques heures, dès que tout le monde sera passé le mot. Et en même temps, t'as aussi tous les marchands qui rencontrent des magiciens, qui viennent leur présenter des tours. Les marchands entre eux Qui font des deals, les professionnels qui viennent avec leurs conférences et qui du coup aussi font la promotion de leurs conférences à un public de clubs de magie, présidents de clubs de magie, boutiques qui peuvent souvent être des lieux de réception pour des conférences. Donc il y a un écosystème très marchand autour de Blackpool. Et cet écosystème très marchand, on aurait pu imaginer que ce soit une mauvaise chose, au sens où les gens se disent « Ah, c'est très commercial, c'est là pour te raqueter de l'argent », ce qui est dans les faits est certainement le cas. Hein. C'est un événement très commercial, on va pas se le cacher. Les gens viennent pour lâcher de l'argent et lâchent beaucoup d'argent. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une communication de Blackpool qui est très dans les tendances de la communication actuelle, réseaux sociaux, vlogs, les gens se filment sur place, les gens font du TikTok, du Instagram réel, du YouTube Short. Je vais dans les dealers room, je regarde des démos, t'as tous les influenceurs ou youtubeurs magiques qui vont faire leur truc à Blackpool pour faire du contenu. Là où la FISM, c'est interdit de filmer. Donc déjà, ça règle le sujet. Je sais, en mode, il y a personne qui a le droit de rien faire. Et donc forcément, bah tu vois rien. Comme tu vois rien, ça n'existe pas. Pour moi, c'est une erreur de communication. Ne serait-ce que les galas, si mes souvenirs sont bons, lorsque les gens passent sur scène, les images de leurs prestations ne leur appartiennent pas, ça appartient à la FISM. Ouais. Je trouve ça un peu étrange, mais pour faire l'autopromotion de l'artiste ou pour faire l'autopromotion du concours, qui est la FISM, il y a carrément une erreur de casting. Alors quand tu dis « je veux rajeunir l'audience », bah commence déjà, gars, à rajeunir ta communication, parce que il y a clairement un problème. Ce qui est paradoxal, c'est que si tu regardes Blackpool, t'as énormément de contenu sur la dealer's room, les rues autour, et notamment le Ruskin, qui est le bar où tout le monde se réunit en fin de journée, tu vois. Mais il n'y a jamais d'image sur les lectures et les galas. Non. T'as pas une image sur les lectures et les galas. Donc, pourquoi la FISM, il pourrait pas faire ça? Eh ouais, tu filmes pas les lectures, je comprends que tu filmes pas les lectures, je comprends que tu filmes pas non plus le grand gala, le spectacle de machin, qui lui va le vendre en DVD. Mais la dealer's room, t'as 100 marchands à la FISM. Il doit se passer des trucs quand même. Je sais pas si t'en as 100. C'est leur annonce marketing, 100 marchands à la FISM. Est-ce qu'il y en aura vraiment 100? C'est autre chose. Dans le marketing, dans la vente, on parle toujours des 80-20, tu sais. Alors là, c'est un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que 80% de Blackpool, c'est les marchands, 20%, c'est les conférences et spectacles. Et c'est l'inverse pour la FISM. Oui. Donc, c'est sûr qu'au niveau image, ça va être compliqué. Maintenant, j'entends toujours dire, c'est le succès de Blackpool, on veut sortir ce tour, mais on va attendre Blackpool parce qu'on va le présenter à Blackpool. J'ai jamais entendu, alors évidemment, la fréquence, c'est pas la même parce que la FISM, c'est tous les 3 ans. Mais j'ai jamais entendu dire, ça, ce tour, c'était le carton à la FISM. Non. C'est bon. Et sachant une autre chose, c'est que, et ça, les marchands le savent très bien, leurs meilleurs clients sont pas les artistes qui travaillent de la magie, parce que ces gens-là achètent essentiellement du consommable, mais celui qui dépense le plus, et plus bêtement, si j'ose dire, hein, je suis désolé, mais je me mets dans le lot, hein, c'est des amateurs comme nous. Bah, bien sûr. Qui achetons énormément, hein. On achète, c'est nous qui faisons vivre les boutiques, c'est pas les professionnels. Les professionnels, à la limite, ils apportent des idées, ils vendent des idées, mais voilà, c'est pas eux qui achètent. Clairement, les marchands qui vont à la FISM, c'est peut-être plus du prestige, parce que je crois pas qu'ils vont gagner énormément avec tous les pros qui sont sur place. Je suis pas persuadé non plus, effectivement, mais en tout cas, on peut même pas se prononcer parce qu'on en a très peu d'images. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qui est pas. Et autant les boutiques communiquent sur le fait qu'elles vont être à Blackpool, commencent à en parler déjà 2 semaines avant, font des vlogs sur comment elles y vont, sur l'installation. C'est un vrai moment de marketing, et c'est pour ça que c'est un vrai moment commercial. Blackpool, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un moment commercial avant tout. Mais
finalement, tout le monde est satisfait, en fait. Les clients, ils vont parce ils savent qu'ils vont trouver des nouveautés, des choses qui n'ont pas été vues ailleurs. Ils savent qu'en même temps, ils vont être avec des milliers de magiciens et que le soir, ils vont se retrouver dans des bars, ils vont faire de la magie jusqu'à pas d'heure pendant 3 jours. Ils vont être éclatax le lendemain matin, mais bon, ils s'en fichent parce que de toute façon, c'est pas grave. Ça va durer que 3 jours. Et puis ils rentreront et puis ils vont dormir 48 heures et puis tout va revenir dans l'ordre, tu vois. Tout le monde sait qu'on est là pour dépenser de l'argent. C'est d'ailleurs assez marrant de voir tous les vlogs qui sont faits et tous les conseils qui sont donnés sur attention, comment est-ce que je dépense l'argent, parce que ça va vite, parce que vous allez voir, vous allez vouloir acheter des trucs partout. Bah oui, je pense que quand t'as autant de marchands au mètre carré qui te présentent tous des trucs plus fous les uns que les autres, avec des démos rodées à la corde comme il faut, bah forcément t'as certainement envie de tout acheter. Il y a une espèce de pression. Ah, c'est drôle parce que ce que tu me racontes, ça me faisait penser à une vieille blague entre les jeunes de 20 ans qui sont dans le monde de l'entreprise et puis les personnes plus expérimentées, on va dire, de 50 ans qui sont dans la même entreprise. Et tu vois la personne de 50 ans, le lundi, il est en forme et tout. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, il est fatigué jusqu'au vendredi où il est presque épuisé. Et chez le jeune, c'est l'inverse. Il est très fatigué le lundi matin parce qu'il a fait la fête et le vendredi, il a la pêche. Et ben, j'ai un peu cette image de la FISM, c'est dire, c'est les mecs qui vont 6 jours à la FISM, ils mettent 3 jours à s'en remettre, alors que les gars qui vont à Blackpool, ils vont 3 jours à Blackpool, ils mettent 6 jours à s'en remettre. C'est ça. De tout ce qu'ils ont bu et du peu qu'ils ont dormi. Et je pense que, pour revenir sur l'austérité présumée de la FISM, quand on disait que ça a affaire à la communication, j'en suis intimement convaincu, parce que comme je ne sais pas ce qui se passe dedans, eh ben j'ose pas franchir la porte. Et puis quand la porte elle coûte plus de 1000 €, tu fais très attention avant de la franchir. Donc en fait c'était notre petite contribution, nos petits échanges pour expliquer ce qui selon nous fait la différence entre la FISM et Blackpool Magic Convention, sachant que l'un est peut-être pas mieux que l'autre. Ils ont tous les deux des points positifs et des points négatifs, tout dépend ce que vous recherchez. Eh bien, après ce duel épique, je te propose, Olivier, qu'on parle de ton tour. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un tour ? Je pense que c'est plutôt une méthode qui est expliquée dans ce livre de Boris Wilde, 10 Max. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? J'ai voulu vous parler donc de Boris Wilde parce que on s'était dit qu'on allait parler de créateurs français pour donner l'exemple, comme on l'a dit dans un numéro précédent. J'ai acheté un DVD qui s'appelle Boris Wilde Sensations, une production Big Blind Media qui est en anglais. Il y a 2 DVD là-dedans. Alors je sais que le DVD c'est plus trop à la mode, mais sachez que comme il y a beaucoup de boutiques de magie qui bradent, bah vous pouvez avoir ça pour moitié moins cher, et il y a des bonnes choses. J'ai revu le 10 Poker Card Deal, une présentation live, parce que j'avais jamais eu l'occasion de voir cette présentation live, et je me suis replongé dans 10 Max, le livre qu'il avait sorti, qui est sous-titré Un principe, 10 cartes, 10 tours. Livre que j'ai dû lire déjà 3-4 fois parce qu'il se lit extrêmement facilement. Alors, de quoi s'agit-il ? Bah, comme son nom l'indique, c'est de faire une démonstration à l'origine de poker avec 10 cartes. Un thème classique qui, normalement, utilise une carte spéciale, alors pas spéciale, mais par rapport aux 9 autres, d'une valeur différente, ce qui fait que mathématiquement, celui qui va prendre cette carte aura la main perdante. C'est la carte. Alors ils disent Jonah en anglais, nous on va dire Jonas, mais voilà, c'est le principe. Ce que je regrette, c'est que dans la préface de ce livre et dans les avant-propos, j'aurais aimé un peu plus de sources, parce que le principe qu'il développe, c'est celui de Paul Gordon qui s'appelle Head to Head Poker. Et c'est là où c'est pas très clair, mais si j'ai bien compris l'histoire, si elle est bien relatée, Alex Hemsley avait cette routine qui portait ce nom, mais c'était basé sur de la manipulation. Alors que Paul Gordon, lui, il a développé une méthode sans manipulation. D'accord. Et c'est cette méthode qui est reprise par Boris Wilde et qui va être développée en oubliant la partie poker pour
aller sur des thématiques diverses et variées. La présentation du livre, il commence par vous expliquer la routine d'origine. Ensuite, on parle de 2 mélanges. Il y a le charlier et il y en a un qui est peut-être un peu moins connu, le mélange Irlande. Je vois de quel mélange il parle. Enfin, en tout cas, comme j'ai lu le livre, ça me revient. Et effectivement, c'est un mélange très intéressant, je trouve. Ensuite, on va parler du repérage des cartes, notamment du marquage, et il va évoquer le fameux marquage de Boris Wilde. Il pouvait pas s'en empêcher, c'est bien normal, et d'autres options. Et ensuite, on va passer aux 5 premières routines. Très rapidement, il y a une routine, et c'est celle qui reprend dans la vidéo qu'il a faite avec Bing Bang Magie, qui est le pari. Donc, il propose 5 billets sur la table. Il a 5 cartes sur lesquelles il y a une valeur de 10 €, par exemple, et 5 cartes blanches. Il mélange et le principe, parce qu'il faut expliquer le principe, au début, tu poses 2 cartes devant le spectateur et tu lui expliques qu'il va faire tous les choix. Donc, parmi ces 2 cartes, il en prend une pour lui. Celle qui est mise de côté, tu la couvres avec le restant du paquet. Tu poses 3 cartes et tu dis, bon, on va accélérer un peu la procédure. Maintenant, tu choisis 2 cartes pour toi. Tu recouvres la carte qui reste. Et là, tu dis, bon, non, toi, tu as 3 cartes. Il faudrait que j'en ai aussi 3 pour que ce soit, pour pouvoir jouer. Ah oui. Donc, tu mets 2 cartes devant toi. Et là, tu dis, oui, mais c'est quand même toi qui vas choisir la carte que je vais prendre. Donc, il choisit une carte pour toi. Ensuite, tu distribues 3 cartes et t'en désignes 2. À nouveau, tu poses 2 cartes. C'est à son tour d'en prendre une. Lui, c'est à ton tour d'avoir 2 cartes devant toi et que lui en choisisse une pour toi. Il reste 2 cartes. Là, il y a une petite subtilité et la dernière carte est attribuée au spectateur et l'autre qui reste au magicien. En réalité, c'est excessivement simple et tous les choix sont faits par le spectateur. Et à la fin, tu révèles que malheureusement, la première carte du spectateur, elle est blanche, la deuxième blanche. Et évidemment, toi, tu as gardé ton argent bien dans ta poche puisque c'est toi qui as les 5 cartes qui représentent les 10 €. Tu as une routine qui s'appelle le mot le plus long. Donc là, c'est pareil, 10 cartes, 10 lettres. Le spectateur va se retrouver avec des lettres qui veulent absolument rien dire. Et toi, comme par hasard, tu vas pouvoir former le mot magie. Tu as ensuite hémisphère, donc 10 villes. Et le spectateur va choisir toutes les villes qui sont dans l'hémisphère nord. Et toi, tu auras les villes de l'hémisphère sud. Tu as une routine, alors au début, ça m'avait intéressé parce que ça utilise des cartes ESP et tu as une image sur laquelle, c'est un peu à la manière du Grand Bleu, une mer calme, un dauphin ou même plusieurs, je me souviens plus, qui sautent dans l'eau comme ça et derrière une belle pleine lune. Je revois le truc. Lui, s'il a choisi le ciel, il aura les 5 étoiles, alors que toi, il te restera la mer et tu auras les 5 vagues. Il y a un petit côté poétique. Il y a un autre tour de loterie. Tu as 10 cases avec 10 chiffres. Tu fais choisir 5 chiffres par ton spectateur. Lui, bien sûr, il aura découvert les 5 chiffres qui auront été cochés et toi, tu auras les 5 chiffres qui ne l'ont pas été ou inversement, c'est à ta convenance. On marque une pause dans les tours et on va avoir 3 nouvelles façons de faire choisir les 2 dernières cartes. Ouais. Personnellement, j'en resterai à la manière de base, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Nouvelle routine, blind date, 10 cartes, 5 filles très belles et 5 filles qui ne le sont pas. Je sais pas si aujourd'hui ça ferait rire beaucoup de monde. Ah, il y a peut-être des choses qui sont challengeables, mais dans les faits, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on peut appliquer ça à des univers très différents. Vous avez une routine antiterroriste, vous êtes censé être un portique de sécurité et vous allez réussir à détecter, ou plutôt le spectateur, les armes, alors que les choses qui n'auront pas été détectées sont des objets de touristes, une chemise, des choses comme ça. Vous avez une routine qui s'appelle le producteur et il préconisait de le faire avec des boîtiers DVD. Donc face cachée, on savait pas. Ouais. Bien sûr, le spectateur, à ta convenance, soit il va choisir les 5 nanars et toi les 5 hits, les 5 blockbusters, on va dire, ou inversement. Et puis le dernier tour qui en fait en comprend 2, ce sont des routines plus pour les enfants. Alors il y a une recette, donc l'enfant va devoir choisir tous les bons éléments pour sa recette et éviter les choses qui n'ont rien à voir dans la recette. Et le dernier, c'est un tour sur le recyclage.
Donc l'enfant va réussir à sélectionner les bonnes choses à recycler et les mauvaises qui devront être jetées dans la poubelle avec les choses qui ne doivent pas être recyclées. Et j'ai oublié une routine qui s'appelle Avenir radieux, qui se fait avec des lames de tarot. À la fin, là c'est pareil, tu choisis, mais généralement tu réserves les bonnes cartes pour le spectateur et le magicien va se donner toutes les cartes qui ont des connotations négatives. Les routines, parce que c'est vrai que ça devient un peu répétitif, mais l'idée, c'est de te donner des exemples pour développer tes propres routines. Je pense qu'effectivement, c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est que par la répétition, on se rend compte de la pluralité de situations dans lesquelles on peut jouer avec ce principe. Et c'est peut-être plus simple, finalement, de se lancer dans l'utilisation de ça une fois qu'on a compris que finalement, c'était pas les cartes, le sujet. Le sujet, c'était choisir, forcer 5 parmi 10. Pourquoi j'ai retenu ce tour ? Parce que j'avais au travail un magnifique jeu de cartes qui nous a été donné par un fournisseur, des cartes en carton avec lesquelles tu peux strictement rien faire. Qui accroche et tout. T'essaies de faire un ruban, il y a 2 cartes qui s'étalent, tout le reste qui reste collé. Tu t'imagines le truc, tu vois. Impossible de faire quoi que ce soit avec ça. Mais ça, tu peux le faire. Et oui. Et t'es toujours prêt avec n'importe quoi, parce que on pourrait imaginer, même avec des sous-bocs dans un café, tu pourrais présenter quelque chose en faisant des croix tout simplement à l'improviste. Alors je pense aux sous-bocs, mais n'importe quelle carte de visite pourrait faire l'affaire du moment qu'elles sont à son uniforme. Donc voilà quoi, même à la limite peut-être même des billets tout simplement sur lesquels tu aurais écrit quelque chose, je sais pas, des cartes postales peut-être. Donc connaître ce principe, c'est te donner la liberté de présenter une routine assez bluffante avec peu de matériel finalement. Tu peux le faire effectivement avec des cartes et je pense que c'est l'utilisation de base et c'est bien parce qu'une fois que tu la connais, mais dans les faits après c'est quelque chose que tu peux faire avec tout et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que il donne l'exemple des boîtiers de DVD, mais c'est un super exemple. Enfin voilà, tu peux le faire avec des boîtiers de DVD, tu peux le faire avec des enveloppes, tu peux le faire avec n'importe quoi du moment que y a une face que tu vois pas et une face que tu vois en fait. Et en plus à mémoriser. C'est très simple. En fait, c'est quelque chose que tu as tout le temps sur toi. Tu peux pas oublier comment ça se passe. Enfin, vraiment, c'est très facile de se remémorer ça. Et donc, je pense que c'est vraiment un outil qu'il faut avoir dans sa besace quelque part. Et d'ailleurs, on parlait de le faire avec n'importe quoi, hein. Mais dans l'épisode précédent, on a parlé de Cheater Chips. Et Craig Petty présente ce tour avec des jetons de poker, vu qu'ils sont tous de la même couleur. Bah ouais. Donc on voit que les applications sont beaucoup plus larges. Je suis surpris de pas le voir plus souvent présenté. Je pense que ce qui fait peur aux magiciens, c'est le côté procédurier. En tout cas, si c'est mal présenté, ça devient vite procédurier. Et donc c'est vrai que ce côté dit je te donne 2 choix, tu choisis une, je te redonne 2 choix, tu choisis une, je te redonne 2 choix, tu choisis une. Enfin, il y a un côté un peu répétition. Process qui peut vite faire penser que c'est pénible à présenter, mais dans les faits l'avantage de ça c'est que ça te laisse l'opportunité de faire 1000 digressions autour de tout ça, de même faire participer des gens différents, faire jouer d'autres spectateurs, parce que je trouve que, et d'ailleurs ça justifie pour moi le choix final qui est un choix un peu plus compliqué que les autres, parce que le fait de faire jouer des spectateurs différents, mais du coup, je peux changer pour chaque spectateur la façon dont ça va se passer. D'ailleurs, dans le livre, il l'explique bien. Il dit, pour le dernier choix, il le fait exprès de changer le rythme pour que la personne soit un peu prise au dépourvu et réponde assez instinctivement dessus-dessous et qu'il y a un peu une confusion lorsque les cartes sont distribuées. Qu'il n'ait pas vraiment le temps de réfléchir. Et autant dans le livre, on le ressent moins, et c'est pour ça que aussi j'ai voulu parler du DVD Boris Wilde Sensations, parce que c'est mieux expliqué ou plus abordé, c'est le rythme. Parce que il en parle aussi, comment lors d'un spectacle, il essaye d'accélérer les choses pour que la procédure soit moins longue.
j'ai bien aimé, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Un livre sur un seul principe avec 10 idées, ça peut paraître léger, mais en même temps, le bouquin coûte 35 €. Ouais. Alors, c'est le prix d'une routine moyenne maintenant. Hein. On est d'accord. Et l'objet est beau, couverture rigide, voilà, pas de problème. C'est bien écrit, c'est agréable à lire. Il y a des photos pour ceux qui savent pas lire, donc c'est super, quoi. Et honnêtement, pour des gens qui même veulent débuter la magie, c'est un livre qui est facilement utilisable. Je l'ai fait lire à mon fils de 10 ans pour qu'il débute à comprendre un peu ce qu'était une routine de magie, la construction d'une routine. Et donc il a appris à faire ce tour-là en lisant ce livre, et il a découvert que tiens, derrière un principe, derrière une méthode, il peut se cacher plein d'habillages pour qu'ils comprennent ce que c'était finalement. Donc la magie, c'est l'habillage de certains principes pour finalement créer une illusion. Et c'est suffisamment clair et simple pour que un enfant de 10 ans puisse appréhender le tour et le refaire. Et il l'a refait très facilement ensuite à ses copains, à la famille. Alors avec toutes les imperfections que ça peut présenter quand on a 10 ans et que c'est normal. On n'a pas d'expérience, mais en tout cas c'est très abordable, et donc ça mérite de s'y pencher un petit peu. J'avoue que moi, la lecture de ce livre m'a fait développer ma propre version. Et je ne suis parti sur aucune des versions qui est présentée dans le livre. Et justement, alors, quel a été ton univers ? Alors Toujours les cartes à jouer ? Alors non, je suis pas parti sur les cartes à jouer parce que je voulais justement m'éloigner des cartes à jouer. Je voulais quelque chose qui soit pas du tout là-dedans. Et je suis parti dans un truc qui est très propre à mon enfance, puisque moi j'ai grandi, pour ceux qui ne le savent pas, à l'île de la Réunion, dans laquelle il y a des communautés de plein d'origines différentes, et notamment la communauté chinoise est très présente. Et la marraine de mon petit frère était chinoise, et donc on était régulièrement le week-end dans des événements qui étaient les mariages, les baptêmes, enfin voilà, toutes les grandes cérémonies de la vie chinoise. Et donc j'ai toujours connu les petites enveloppes rouges qui sont offertes aux mariés, aux enfants qui font leur communion, leur baptême, dans lesquels il y a très souvent de l'argent ou des porte-bonheur, ou voire les deux. Et donc je suis parti dans cette idée de ces petites enveloppes rouges, et donc j'ai une version où j'ai des petits talismans qui sont imprimés sur des petits bouts de carton, en fait, qui sont des talismans qui représentent 5, on va dire, choses que tout le monde rêverait d'avoir: la santé, la longévité, la beauté, l'amour, enfin voilà, que des choses très positives et qu'on a tous envie d'avoir. Le succès, voilà. Vraiment, que des choses que les gens veulent absolument. Et puis, mais je dis pas spécifiquement ce qu'il y a dedans. Je dis juste que c'est que des choses que les gens veulent absolument. Et puis il y a 5 enveloppes qui ont des billets de 50 €. Donc voilà, le spectateur va choisir. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce truc-là, c'est que personne ne perd. Parce que le spectateur, lui, a les cartes, les talismans magiques avec la longévité, la joie, la beauté, l'amour, enfin tout ça, le succès. Et donc il a que des choses extrêmement positives, et il peut repartir avec, et donc il repart avec plein de bonheur pour l'avenir. Et moi je repars avec mes euros. Donc il y a ce côté où tout le monde a gagné quelque chose, même si moi j'ai un peu mieux gagné ma vie, ou en tout cas au moins je l'ai pas perdu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que comme c'était billet. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage à faire l'acquisition du livre. Vous pouvez vous prendre le DVD en complément. Alors, il n'y a pas que ça sur le DVD. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être, je vous réserverai une surprise là-dessus, parce qu'il y a un tour qui est très, très intéressant. Donc, ce sera pour un prochain épisode. Eh ben, merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Merci beaucoup pour cet épisode que nous avons passé ensemble pour parler de créateurs français. Il faut aussi noter une chose, c'est que le créateur, donc Boris Well, du livre, est français, mais l'éditeur est lui aussi français, puisque c'est CC Éditions Tout à fait. qui a fait le livre. Donc vraiment, on a un très bel épisode 100% français pour ceux qui veulent découvrir des choses. On espère que ça vous a plu, on espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez des choses à nous dire, contactez-nous, on sera toujours ravis de vous lire. Et puis on vous donne rendez-vous
au prochain épisode, toujours en compagnie d'Olivier et de moi-même. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Vincent et bonsoir tout le monde et à très bientôt.